Téléfoot et les magasins Leroy Merlin, une équipe pour réussir. Concernant l'Olympique de Marseille, rétrogradation en deuxième division pour la saison 94-95. L'Olympique de Marseille est donc en deuxième division. Bonjour, retrait également de la licence de dirigeant pour Bernard Tapie. Voilà la décision du Conseil fédéral qui met provisoirement peut-être un terme à l'affaire Valenciennes Olympique de Marseille. Cette décision va modifier le paysage du football français dans les prochains mois. Dans cette émission, nous allons bien sûr écouter toutes les réactions relatives à ce jugement, Frédéric. Oui, pour commencer Thierry, je vous propose de nous rendre sur le terrain pour écouter l'avis de quelques professionnels, des joueurs, des dirigeants. Pour les recueillir, ces avis, eh bien, nous avons profité tout simplement des quelques rencontres du week-end comme ce Paris Saint-Germain-Lens en Coupe de France au Parc des Princes samedi. Vous savez, je pense que dès le moment où il y a quand même un certain nombre de gens qu'on peut juger intègres, qui réfléchissent, qui essayent de bien connaître le dossier et qui prennent leurs décisions en leur âme et conscience, moi j'estime que la décision est juste. De très grands clubs sont aussi descendus en seconde division. Je pense à Bordeaux, je pense à Milan AC. Et je crois qu'ils sont venus ensuite faire de très grands parcours européens. Première action, je crois que le Conseil fédéral a pris des sanctions qui peuvent être considérées comme dures, mais qui sont aussi certainement justes parce que les 26 membres du Conseil fédéral ont été certainement avertis de tous les faits qui sont déroulés. Ils ont pris, je crois, la décision en conséquence de cause. Deuxième réaction, c'est, je crois, l'attitude courageuse de Bernard Tapie depuis ce matin qui consiste en effet à dire nous sommes en deuxième division, mais nous remonterons en première division et même nous gagnerons la Coupe d'Europe l'année prochaine. C'est vrai qu'il fallait prendre une sanction. Moi je pensais qu'on allait leur retirer des points sur cette année sur le championnat. Je ne pensais pas qu'on allait les rétrograder en seconde division. Mais bon, ils ont pris leurs responsabilités. Les sanctions qu'ils ont prises, c'est qu'ils avaient des preuves, je pense beaucoup de preuves. Je crois que l'interrogatoire des joueurs a été déterminant, j'en suis persuadé. Donc s'il y a eu faute, il doit y avoir sanction. Mais je ne m'attendais pas à une sanction aussi dure, c'est vrai. Je pense qu'il est dommage que des joueurs, un club, toute une ville soient je dirais, aussi lourdement sanctionnés par la faute d'un seul homme, leur président. Je crois que les gens du football ont enfin pris leurs responsabilités, c'est bien. Pour les joueurs, je crois que c'est le plus embêtant. Mais bon, je crois qu'il y a une décision qui a été prise et bon, faut la respecter. J'ai pas à commenter ces décisions. Ils ont été prises, maintenant, bon, c'est très bien. Bon, j'ai pas à les commenter. C'est pas à moi de juger la qualité de la décision qui a été prise. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants des pièces sur lesquelles le Conseil fédéral s'est prononcé. Ceci étant, je dois dire que pour une fois qu'une affaire de corruption arrive au jour, il était essentiel que les sanctions soient exemplaires. Il est logique que pour la morale sportive, que ces sanctions soient prises. C'était dans toutes les têtes, mais on était au vert, on pensait au match de Coupe de France. On était vraiment axé sur la Coupe de France maintenant. Bon, pour VA, je crois pas que ça a changé grand-chose. Alors revenons à ce Conseil fédéral de vendredi. Il y avait donc 26 participants au vote. Les délibérations ont été très longues et le communiqué final a été lu tard dans la soirée par le président de la Fédération française de football, M. Claude Simonet. Explication de texte, Thierry, de ces sanctions avec le président de la Fédération, Claude Simonet. Qu'est-ce qu'elles signifient, ces sanctions? Comment et pourquoi ont-elles été prises? Claude Simonet apporte les éclairages nécessaires. La corruption, ça se paie cher. Et ça ne doit plus se reproduire. Je crois que c'est ce qui a animé les membres du Conseil fédéral et du Conseil d'administration de la Ligue nationale, d'ailleurs, qui avaient fait clairement passer leur message aussi. Si vous examinez bien les choses, la présence en deuxième division, mais qualifiée pour la Coupe d'Europe, implique de bâtir une bonne équipe pour participer à la Coupe d'Europe, donc implique aussi que les efforts faits mettront Marseille en pole position pour remonter dès l'année suivante en première division. D'un autre côté, sur le plan économique, nous aiderons peut-être M. Tapie à résoudre des problèmes de charge. Donc je crois que nous n'avons pas eu d'acharnement, nous avons d'abord pensé au football, à Marseille, à tous les gens de Marseille qui aiment le football. On a voulu maintenir un club à Marseille. Je sais qu'il sera exemplaire demain. Le problème de Bernard Tapie, je le dis ouvertement devant toute la France, dans le dossier, il n'y a pas d'accusation contre Tapie, il n'y a pas de preuve de culpabilité de M. Bernard Tapie. Mais
dans les règlements de la fédération, et je pense d'ailleurs que dans les entreprises c'est pareil, quand vous avez des collaborateurs et des joueurs salariés, vous êtes responsable de leurs actes dans la vie courante, dans l'exercice de leurs fonctions. Les Marseillais, depuis des lustres, sont des fanatiques du football. Ils ont besoin de grands rendez-vous. Avec la Coupe d'Europe, on leur donne de grands rendez-vous. Et on leur donne aussi la possibilité de garder une bonne équipe, donc de vibrer en championnat, même si la seconde division... D'ailleurs, pourquoi ne pas dire que la seconde division sera revalorisée, vitalisée par la présence de Marseille en seconde division. Donc je pense que sur le plan sportif, nous n'avons pas détruit, nous avons construit. Alors, la réaction de Bernard Tapie. D'abord, le président de l'OM va faire appel, on y reviendra. Et puis, il garantit que l'OM aura quand même une grande équipe la saison prochaine, une équipe pouvant même espérer, dit-il, gagner la Coupe d'Europe, que l'OM pourra disputer. On écoute Bernard Tapie et d'abord sa réaction au jugement prononcé vendredi. Même si on en avait déjà vu et des bizarres, on avait quand même très peu de chance de voir une chose aussi injuste, aussi incroyable, aussi incohérente surtout, puisque les instances du football avaient décidé avec beaucoup de sagesse à la fois de rechercher la vérité et de punir s'il s'avérait, et si la justice démontrait qu'il y avait corruption, car je suis toujours dans le doute. Je ne vois pas un de mes joueurs ou un de mes dirigeants dépenser de l'argent pour acheter Valenciennes. Or, contre cette décision, ils nous ont sanctionné les dernières. Comme vous le savez, personne ne l'a jamais été. Plus aucune Coupe d'Europe, plus de matchs internationaux. Et puis cette année, on en remet une couche encore en nous descendant en deuxième division, alors que la justice va se prononcer dans 5 mois. Donc c'est incohérent. Moi, je suis assez d'accord pour que les règlements soient appliqués, mais il faut être cohérent. Donc tout ça me semble pas tout à fait le fait du désir de vouloir savoir ce qui s'est passé. Je crois surtout que le public est pas sot et que depuis que le ministre des Sports, Mme Alliot-Marie, RPR, a déclaré dans les radios que la sanction était bonne, je pense que tout le monde a compris que ce n'était pas seulement un problème sportif. L'Olympique de Marseille doit avoir la plus grande équipe ou une des plus grandes équipes en France parce que son public le mérite. C'est à moi d'être capable de construire autour de cette équipe-là les ressources nécessaires pour avoir toujours une équipe du niveau du meilleur d'Europe, qui sera d'autant plus, je crois, difficile à faire qu'après les sanctions de l'année dernière, on y ajoute d'autres sur le plan financier. Mais c'est là où on verra si j'ai effectivement un peu plus de ressources que la moyenne. Quand j'ai trouvé 150 millions en vendant 3 joueurs, certains ont été surpris, ils verront d'autres surprises. Mais il y aura une grande équipe à Marseille, ça je peux vous le dire. Je pense qu'on avait un tiers de chance de gagner la Coupe de France. Je peux vous dire que maintenant, je ne vois pas qui va les battre. Ils vont vous montrer sur le terrain que c'est des joueurs qui ont un cœur, une vaillance, et que tout ce qui leur a été fait au cours de cette année n'a rien entamé de toute cette volonté de démontrer qu'ils étaient la meilleure équipe en France. Et pour le championnat, les quelques matchs qui restent? Ça, on va bien réfléchir à la question. Bernard Tapie a fait appel auprès du comité olympique français et aussi éventuellement du Conseil d'État, comme le rappelait à l'instant Frédéric Jaillant, et il a noté aussi, avec sans doute une certaine satisfaction, la réaction du président de l'UEFA, le Suédois Lennart Johansson, qui a trouvé les sanctions très sévères. La ville de Marseille tout entière, évidemment, était concernée par cette décision. Rappelons que le quart de finale de la Coupe de France, qui devait opposer hier après-midi au stade Vélodrome l'Olympique de Marseille à Montpellier, avait été reporté. Dans ces conditions, comment Marseille, ville phare du football français, a-t-elle vécu la journée d'hier, la journée qui a suivi ce jugement? Réponse de notre correspondant particulier à Marseille, Alex Panzani. D'abord le choc. Hier matin, Marseille assommé n'y croyait pas, et pourtant il a fallu se rendre à l'évidence. L'OM jouera la saison prochaine en seconde division. Les discrètes mesures de sécurité prises autour des points sensibles seront inutiles. Aucun débordement notable à signaler durant la journée d'hier, même si en fin d'après-midi, un barrage interdira la circulation sur le boulevard Michelet face au stade Vélodrome. Petit accès de fièvre, à cet instant, les responsables des supporters sont réunis pour annoncer les actions à venir. Ils manifesteront dès cet après-midi 14h sur le Vieux-Port. Le Vieux-Port où ce matin toute une ville clamait sa révolte, mais aussi sa volonté de faire front. Je crois que c'était tout prévu à l'avance.
C'était réellement tout prévu à la veille. Mais de toute manière, dites-vous bien que l'Olympique de Marseille remontera en première division l'an prochain. Que Marseille ait gagné une Coupe d'Europe, ça leur est resté là. Hein. Alors cette année, ils ont tout fait pour nous mettre bas. Mais on est quand même... Oui, moi c'est ça la raison, parce que je suis l'OM depuis 25 ans, hein, de l'âge de 25 ans. Mais on est deuxième, monsieur. Avec tout ce qui nous est tombé sur la tête, on est deuxième. Hein. Et ça, c'est une gloire pour nous. On va jouer quand même à la Coupe d'Europe, puisque c'est ce qu'ils ont dit. Donc, on va ramasser de la monnaie. Les 20 000 spectateurs, même en deuxième division, on les fera tout le temps. On va remonter. C'est rien pour nous, on était en division 2, on est remonté. Hein. S'il y a quelques bons joueurs, qu'il y a des sous, hein, on remontera l'année prochaine. Hein. On se relèvera, on va gagner la Coupe de France. On va montrer qu'on est quand même là. Voilà, alors l'OM relégué, mais conservant le droit de disputer la Coupe d'Europe, on l'a dit. Retrait de la licence de président, de dirigeant pour Bernard Tapie, on l'a dit également. Mais alors les autres sanctions, Pascal? Jorge Luis Burruchaga, Christophe Robert, Jean-Jacques Edli, interdit des terrains français jusqu'au 1er juillet 96, mais ils pourront évoluer à l'étranger dès le 1er juillet 94. C'est un mois trop tard pour Jorge Luis Burruchaga, privé de Coupe du Monde. L'autre sanction importante, c'est la radiation à vie de Jean-Pierre Bernès. C'est la sanction la plus lourde qu'a prise le Conseil fédéral. Alors Jean-Pierre Bernès, il participait hier soir à notre journal de 20h. Il a lancé une attaque très vigoureuse contre le président de la Ligue nationale, Noël Le Graët. J'ai eu M. Le Graët 48 heures avant la réunion du Conseil fédéral. Je lui ai envoyé une lettre, je l'ai eu au téléphone pour lui demander la clémence vis-à-vis de Bernard Tapie, de moi-même et de mon club. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Combien d'années vous voulez? 50 ans, 20 ans ou 10 ans? Est-ce que vous croyez que c'est la réponse d'un homme responsable du football français qui va juger 48 heures après de l'avenir des gens, de l'avenir d'un club, de l'avenir d'une ville et de l'avenir d'une région? Ce qu'il a fait, c'est trop, et les Marseillais ne lui pardonneront jamais. Nous avons recueilli la réaction de Noël Le Graët qui ne souhaite pas entrer dans une polémique ni avec Jean-Pierre Bernès ni avec quiconque. Il veut se situer au-dessus du débat, mais il tient à nous livrer tout de même le fond de sa pensée. Eh bien, les 26 personnes du Conseil fédéral se sont réunies. Ils ont répondu à une question. Y a-t-il eu, oui ou non, tentative de corruption? La réponse des 26 membres a été oui. Donc les sanctions sont tombées naturellement. Elles sont dans nos textes. Elles sont difficiles, mais sont justifiées par rapport à la faute et par rapport au texte. C'est une affaire que je considère classée. Elle était nécessaire pour le football français, croyez-moi bien, très nécessaire. Elle est aujourd'hui terminée dans notre esprit et Marseille doit rebâtir à partir de demain. Du côté des joueurs marseillais maintenant, les premiers touchés quand même, Thierry, par cette mesure, faut pas l'oublier. Eh bien, je propose d'écouter Bernard Casoni, le défenseur de l'OM à l'OM depuis de longues saisons. Bernard Casoni. Dur, c'est sûr que c'est dur pour le club parce que depuis le début de saison, on a enduré beaucoup de choses. Maintenant, bon, une sanction a été prise et puis il faut l'assumer. C'est pas pour ça que tout s'arrête et on va voir maintenant si on est un grand club, si on est une grande ville, si on a de grands supporters. Puis il faut que tout le monde soit uni pour repartir du bon pied. Peut-être qu'à travers Bernard Tapie, on veut tuer le club, mais bon... Il y a une banderole qui me frappe chaque fois que je rentre au Vélodrome, c'est fier d'être Marseillais. Donc on va voir si maintenant le Marseillais est fier. Et j'espère qu'il y aura une réponse positive mardi, dès mardi au stade Vélodrome. C'est un beau challenge à relever, je trouve. On essaie de tuer le club et bon, là on va tout faire pour le relever. Ça passe déjà par une bonne fin de championnat, puis après l'année prochaine il y aura un beau challenge à relever avec une participation en Coupe d'Europe. Et avec une remontée à la clé. Il y a beaucoup de clubs qui ont été qualifiés en Coupe d'Europe qui sont descendus en deuxième division. Nous, on va faire le contraire. On est qualifié en Coupe d'Europe, on va essayer de remonter en première division. On peut jouer sérieusement en deuxième division et la Coupe d'Europe? Mais ça, c'est question de mental, c'est de se préparer dans la tête. Puis si on a une équipe compétitive, pourquoi pas viser un bon parcours en Coupe d'Europe et après la remontée se fera d'elle-même. Ça, c'est question de motivation. Question de motivation, puis question d'entourage aussi. Si tout le monde est concerné, il faut être tous solidaires. Hier à la commanderie, à l'issue de l'entraînement à huis clos, les joueurs n'ont pas souhaité faire de commentaires. Les visages sont fermés, tous ont été surpris par la sévérité des sanctions. Seuls à parler hier matin, Jean-Louis Levrault et Marc Bourrier, le vice-président de l'OM, étaient très virulents à l'encontre du Conseil fédéral. Mais la passion de l'OM existe encore, pour preuve cette centaine de supporters du club, venus de Saint-Quentin dans l'Aisne, assister à l'entraînement. Ils ont fait 1000 km, on appelle ça de la fidélité. Vous avez reconnu, bien sûr, la voix de Martin Zara. En ce qui concerne l'Olympique de Marseille, c'est donc la fin d'une époque. Une belle équipe disparaît. Ça n'est pas une raison pour oublier tous les bons moments qu'elle nous a fait passer. On va laisser passer, quant à nous, une page de pub et puis on reviendra au jeu, au football. A tout de suite.
vos plaquettes de frein en moins d'1 heure. Chez Feu Vert, tout est clair. Nostalgie présente Take 5. Tout le jazz de Dave Brubeck. Take 5. Blue Rondo à la turque. Unsquare Dance. Take 5. Enfin l'album de tous les succès de Dave Brubeck. Actuellement, Lancia propose une série limitée de la nouvelle Delta équipée d'un lecteur laser pour 79 900 francs. Le barbecue camping gaz à Pierre de Lave s'allume en 3 secondes. 3 secondes. C'est vachement rapide. Barbecue à Pierre de Lave, camping gaz. Pour faire cesser le chantage de sa femme, une star de la chanson met au point un tragique accident d'avion. Le meurtre parfait. C'est un miracle qu'il soit sorti vivant de ce tas de ferraille. Je n'ai rien à cacher. Colombo doit faire preuve de perspicacité. Excusez-moi, monsieur. J'ai retrouvé quelque chose que j'avais noté là et que j'ai oublié de vous demander. Vous avez une oreille de musicien? Je suis italien d'origine. Colombo, le chant du cygne, mardi 22h50 sur TF1. Retrouvez Téléfoot et les magasins Leroy Merlin. Une équipe pour réussir. Ils avaient besoin de se détendre, hein, nos invités, d'exploser un petit peu. Bon, alors on en vient au programme Pascal Pro des quarts de finale. J'avoue que j'y comprends rien du tout. Eh bien, je vais tout vous expliquer. Marseille-Montpellier a une date ultérieure. Qui sera vraisemblablement le 3 mai. Oui, peut-être le mardi 3 mai. Racing au Cerf, c'était mardi dernier. Joli, Paris Saint-Germain-Lens, c'était hier après-midi à 15h, à 17h au Parc des Princes. Et il y avait hier soir à la Beaujoire Nantes-Valenciennes. Nantes-Valenciennes, oui. Nantes, première division, Valenciennes des deux, mais quand même un peu en toile de fond l'affaire, parce qu'à Valenciennes, il y a, vous n'avez pas suivi, il y a Glassman, évidemment. Il y a Glassman et Vincent Hardy était au match à la Beaujoire. Il n'y a pas que lui, mais enfin. Hier soir, évidemment, tout le public, on va le voir, avait l'œil sur ce joueur de Valenciennes, mais Hardy nous raconte d'abord le match, très beau match de Coupe de France. Vincent Hardy, Nantes-Valenciennes. Jacques Glassman est concentré déjà dans le match à son arrivée au stade de la Beaujoire. Comme tous ses coéquipiers valenciennois, il rêve d'un exploit contre le Football Club de Nantes, histoire peut-être d'oublier les mauvaises prestations actuelles du club nordiste qui occupe la 18e place en 2e division. C'est parti depuis 3 minutes. La première occasion est nantaise, signée Loco, qui n'inquiète pas Le Garec, le portier valenciennois. 20 minutes de jeu, on retrouve Makelele sur la droite. Il évite un premier défenseur valenciennois, se heurte ensuite à Glassman qui l'efface également. Mauvais dégagement de la défense nordiste et reprise terrible de Pedros qui ouvre le score, pleine lucarne. Ça ne pouvait pas mieux démarrer pour les Nantais. On revoit cette frappe d'une limpidité extraordinaire de Reynald Pedros, pleine lucarne. Le Garec est pris à contre-pied. Nantes mène donc 1-0. Pedros, on le voit beaucoup en ce début de rencontre. 24e minute, ouverture lumineuse à destination de Nicolas Wedek, amortie parfaite du jeune avant-centre nantais qui ne convertit pas cette occasion, mais Dieu que c'était bien joué. Réaction valenciennoise. Frappe en demi-volée de Di Fraya. Le ballon revient dans les pieds de Carambeu. Et là, regardez bien, Carambeu veut dégager. Et finalement, c'est Dunker qui vient contrer ce ballon et égalise pour Valenciennes à la surprise générale. On revoit cette action. Carambeu n'a pas vu surgir Dunker dans son dos. Marot est battu, stupeur à la Beaujoire pour les 20 000 spectateurs présents. Nantes tente de reprendre l'avantage. Endoram sert Ferry sur un plateau. Arrêt parfait de Le Garec à la pause. Un partout entre les deux formations. On écoute Antoine Di Fraya. Je pense que Nantes va être encore très dangereux pendant les 20 premières minutes. À nous de les contrarier et puis pourquoi pas tenter notre chance.
Sans doute sermonné par Jean-Claude Suodo à la pause, les Nantais se ruent à l'assaut début de Le Garec. Dès le début de la seconde période, tête de Wedek, on joue la 46e minute au-dessus. Attention au contre valenciennois, comme vous l'a dit Antoine Di Fraia, c'est Dunker qui va se présenter seul devant David Marot. Heureusement, le portier nantais a un bon réflexe. Valenciennes ne fait pas de complexe, Valenciennes joue sa chance à fond à l'image de cette volée d'Antoine Di Fraia qui frôle le montant droit de David Marot. C'était bien joué mais ça passe à côté. Nantes a senti le danger, Nantes appuie sur l'accélérateur. Loco efface deux joueurs valenciennois, Wedek hérite du ballon, il s'enfonce côté droit mais croise un tout petit peu trop sa frappe. C'était bien fait de la part des deux attaquants nantais. Attention à Valenciennes toujours qui n'hésite pas à jouer tous les coups à fond. Ce ballon est pour Mangione dont la tête trouve Marot sur la trajectoire. Nantes à nouveau, Pedros côté gauche. Il fixe le défenseur valenciennois, ballon parfait pour Wedek et superbe réflexe de Stéphane Le Garec, le portier de Valenciennes. Stéphane Le Garec est un jeune gardien, il a 24 ans, il a été formé à Lorient dans le Morbihan avant de jouer à Guingamp. C'est sa première saison cette année avec Valenciennes et on le retrouve dans ce face-à-face avec Reynald Pedros où il s'interpose magnifiquement. D'ailleurs le ballon lui heurte la tête. Stéphane Le Garec sera légèrement sonné mais pourra sans problème reprendre sa place dans les buts valenciennois. Nantes toujours devant, c'est bien joué. Naïbet était au départ de l'action, on le retrouve à la fin. Faute de Glassman, décide Monsieur Lenné qui désigne le point de pénalty. On va revoir cette action au ralenti. Jugez vous-même, mais il semble bien que Jacques Glassman accroche le talon de Naïbet et ne joue pas le ballon. Pénalty transformé par Nicolas Wedek et 2-1 pour le FC Nantes. On joue depuis 74 minutes. Les Valenciennois n'ont plus qu'un quart d'heure donc pour essayer de revenir au score. Ballon en milieu du terrain. Tacle de Di Fraia un petit peu appuyé. Monsieur Lenné sort le jaune. Di Fraia, le capitaine nordiste, avait déjà été averti en première période. Il est donc exclu. À 11 contre 10, Nantes domine la fin du match. Volée de Loco sauvée par Souma qui met en corner. Corner en faveur des Nantais. Déviation de Wedek puis de Moreau pour Ferry seul au 6 mètres. 3-1 pour Nantes à la 87e minute. Le match est quasiment plié. On revoit cette action et la déviation de la main de Moreau pour Ferry. Monsieur Lenné n'a pas vu et valide ce but. Malgré leurs 2 buts d'avance, les Nantais continuent de se faire plaisir à l'image de Loco. Grand pont sur Skrimentis, c'est superbe. Il lève la tête, voit Nicolas Wedek idéalement démarqué qui enlève, hélas pour lui, trop sa frappe. Nous sommes maintenant dans les arrêts de jeu. Ballon pour Serge Le Disait. La dernière occasion nantaise. Centre à destination de Loco qui manque sa tête. Ziani a bien suivi. Il va là-bas récupérer côté gauche. Parvient à glisser à Carambeu, monter aux avant-postes qui sert Loco. Mais Le Garec s'interpose une nouvelle fois. Valenciennes est éliminé, la tête haute. Ouais, c'est vrai qu'on peut être déçu, mais je crois qu'on verra les images. Il me semble que le pénalty est très sévère et il nous a cassé notre match malheureusement. Le FC Nantes est en demi-finale. L'aventure continue pour les jeunes Canaries qui rêvent bien sûr de se retrouver à Paris comme l'an passé. C'est vrai que là on atteint les demi-finales. Bon, on espère faire aussi bien que la saison dernière, c'est-à-dire accéder à cette finale. Et pourquoi pas la gagner, mais bon, avant cela, il y a le match de Lens mardi, il faudra bien négocier. Et qui sait, ce match Nantes-Lens, ça sera peut-être une répétition de la finale du 14 mai au Parc des Princes. L'avenir nous le dira. En tout cas, Valenciennes a été battu sur ce pénalty sévère de Glassman. Vincent Hardy revient sur la soirée du défenseur de Valenciennes qui jouait à la Beaujoire dans un contexte tout à fait particulier. Vincent Hardy. Jacques Glassman n'a pas été sifflé hier soir par le public de la Beaujoire qui avait sans doute lu la presse régionale. Nous proposons que le nom de Glassman à l'annonce du speaker soit applaudi tout particulièrement par les spectateurs du stade de la Beaujoire. Ce fut le cas. Côté terrain, le défenseur nordiste a eu beaucoup à s'employer face aux locaux Wedek et autres Pedros. Ici, il est débordé par Makelele, action qui aboutira au premier but nantais. Jacques Glassman est aussi un défenseur très technique. Regardez, il intercepte ce ballon. Petit lob par-dessus Jean-Michel Ferry. La relance qui suit est impeccable. En seconde période, Jacques Glassman et ses coéquipiers défenseurs ont été beaucoup plus sollicités. Ils ont tenu le coup jusqu'à cette 72e minute. Naïbé s'enfonce dans la défense valenciennoise et c'est Jacques Glassman qui lui accroche le talon et qui provoque le pénalty. Glassman n'a pas été sifflé par le public de la Beaujoire, écoutez. Et il se montrait plutôt déçu au terme de cette rencontre.
crois que ça a été un match très très difficile pour nous. Je ne sais pas quoi dire sur le penalty. Il faudrait que je voie les images, mais je crois que j'ai pas envie d'applaudir Monsieur Lenné ce soir. Ça a été très difficile. On est dans une situation difficile et je pense qu'on a fait un bon match. C'était dur pour nous ce soir. En ce qui vous concerne, indépendamment du match, il y a une sanction qui a été prononcée hier soir. Votre réaction? J'ai pas envie de penser à ça. On vient de perdre un match de coupe. J'ai pas envie de parler de ça maintenant. Autre quart de finale de la Coupe de France, Pascal Pro, Paris Saint-Germain contre Lens, esprit de coupe bien vivant. Le Paris Saint-Germain n'avait plus perdu depuis le mois d'août et coup sur coup, défaite à Nantes, défaite à Arsenal, la mauvaise série continue. Paris Saint-Germain Lens hier après-midi au Parc. Entre les gouttes, une éclaircie. Il est 17h hier après-midi au Parc des Princes. Roger Boli et l'ensemble des Lensois est présent. En compagnie des supporters, toute la colonie lensoise a fait le déplacement pour un match extrêmement difficile. S'imposer au Parc relève du miracle. Et ça se vérifie avec ce début de match entièrement dominé par les Parisiens. Centre de Ouéa. La première occasion dangereuse et parisienne avec cette reprise de volée de David Ginola. Suite à un superbe amorti de la poitrine. Inquiétude sur le banc de touche lensois. Guillaume Varmuse place son mur. La pression est bleu et rouge. Coup franc de Valdo et Varmuse qui est revenu sur sa ligne pour sauver un ballon. Il croyait au centre. Ballon enroulé, brossé de Valdo sous les yeux de Gervais Martel. Guérin. Ouéa à la limite du hors-jeu, il n'est pas hors-jeu. Ouéa à l'intérieur de la surface de réparation, centre de Ouéa, Varmuse a touché le ballon et Guérin qui a suivi l'action. Il était en retard au début, Ouéa pas hors-jeu. Les Lensois réclament mais ils ont tort. La suite de l'action avec Ouéa qui attend, Varmuse qui touche le ballon, il a du retard Guérin mais il va plus vite que tout le monde. Le centre de Ouéa. Et Guérin qui chippe le ballon à 2U de la tête. 1-0, c'est mérité pour le Paris Saint-Germain. Centre de Valdo, l'arrêt du match. Celui de Varmuse, la tête était de Ginola. À ce moment du match, il y avait 1-0. Et bien sûr, le sort de la rencontre eût été plié sans cette détente à l'horizontale. Varmuse, ça continue toujours. Ouéa qui passe devant Jean-Guy Wallem. Ouéa seul devant Varmuse. Il a poussé un peu loin son ballon, ce n'est pas terminé. En retrait, Valdo est sur la ligne. 2U a sauvé ce ballon en corner. Comme toujours, le nombre d'occasions de but manquées des Parisiens a déçu les joueurs et mis en colère les dirigeants. Toujours le même problème, hein. Quand on mène et qu'on ne peut pas faire la différence, on s'expose au contre, on s'expose à ce qui est arrivé ce soir. Et ce soir, on a payé cash. Aujourd'hui, nous arrivons au bout d'un système, parce que nous sommes une fois de plus battus nous-mêmes. Avoir 10 occasions franches, 2 tirs sur la barre et ne pas mettre au fond, c'est quand même malgré tout une impuissance patente. Et je crois que c'est très triste, très déçu, tout le monde est déçu, les joueurs, l'entraîneur, les dirigeants, dans la mesure où véritablement, une fois de plus, c'est pas l'adversaire qui nous a battus, c'est nous-mêmes. Ce qui va se passer en deuxième mi-temps est assez incroyable au vu de la première heure de jeu. Corner de Le Guen et encore une reprise de Valdo qui atterrit sur le poteau. Pas grand-chose à dire sinon invoquer le manque de réussite. Valdo est découragé et on arrive à cette folle 70e minute. Roger Boli, Arsène sur la droite pour Dallet, entré en jeu quelques secondes avant, centre de Dallet. Boli a suivi, plat du pied gauche. La première occasion lensoise est concrétisée. Roger Boli, l'un des meilleurs buteurs de notre championnat, il a marqué 16 buts en 34 journées. Roger Boli, c'est lui qui permet à son équipe de revenir au score. Le centre de Dallet, il a beaucoup apporté, Dallet, et c'est finalement Roche qui marque contre son camp. Regardez, c'est la même minute, nous n'avons pas fait de montage. Les Parisiens ont réengagé, il va y avoir une touche sur la gauche du terrain. Après cette sortie d'Arsène devant Ginola, la touche va être rapidement jouée par Colletter. Ballon tout de suite perdu, récupéré par les Lensois. Mérieux et sa patte gauche. Superbe contrôle de l'Aigle. Boli
C'est démarqué. 1-2. L'Aigle à 25 mètres. Superbe but en moins de 60 secondes. Le parc a chaviré avec une victoire cette fois qui se dessine pour les Lensois. Une victoire absolument pas prévue. Deuxième occasion, deuxième but et superbe réalisation. 1-2 avec un tir qui effleure le poteau de Bernard Lama. Bernard Lama justement est sorti de ses 18 mètres. Mauvais dégagement de Lama, récupération. Boli, il va tenter. Boli, ça passe au-dessus de la barre transversale et il s'en veut. Roger Boli. On va le retrouver Boli dans les vestiaires après ce lobe manqué. Satisfait de lui. Le plus important, c'est qu'on s'éclate avec tous mes copains là. On joue sans se poser de questions et je crois qu'on est encore meilleur quand on joue l'esprit libre. Les occasions manquées, ce n'est pas terminé avec encore une tête parisienne. Une reprise de volée de George Weah sur la barre transversale. Le PSG est maudit. Roger Boli regarde désormais la fin de match depuis son banc de touche. Valdo pour une dernière occasion. George Weah. Cette fois, pas de problème pour Varmuz. Lens s'impose 2-1. La fin du match. Depuis le banc de touche, les cris de joie. Lens sera donc en demi-finale pour la première fois depuis 1975. Et cette année-là, ils étaient passés devant le Paris Saint-Germain, justement, à Reims, et avaient rencontré en finale Saint-Étienne. On savait que PSG avait toujours des difficultés à finir ses matchs, dû au nombre de matchs qu'ils ont eu cette saison. On a su en profiter avec un maximum de réussite sur 2 occasions ou 2 buts. Enfin bon, je veux dire, on va pas faire fine bouche, et pour nous, la manière qu'on compte un peu moins, je veux dire, c'est le résultat qui comptait ce soir. L'affaire Valenciennes-Marseille, toujours en toile de fond de la journée d'hier. Commentaire durant le match de Roger Boli. Mais je peux vous dire quelque chose, parce que depuis hier, il y a quelque chose qui m'éteint au cœur. Mais mon but, je voudrais le dédier d'abord à ma famille qui me regarde, qui est sur moi au parc, et surtout à mon frère Basile qui depuis hier, je pense qu'il n'est pas bien dans sa tête. Et vraiment, si ce but pouvait le faire plaisir, je suis de tout cœur avec lui. Formidable série des Lensois, à la fois en Coupe de France, mais également en championnat. Sur les matchs retour, d'ailleurs, classement des matchs retour, il serait premier. C'est une équipe super simple. Troisième quart de finale, il a eu lieu mardi, donc à Saint-Ouen, entre Auxerre et puis le Racing National 2, match et ambiance avec Hervé Matou qui était à Saint-Ouen. Oh non, à Auxerre, tout le monde vous le dira, la vraie star, c'est Giroud. Et vous allez revenir en vélo? On espère. Moi, je vous avais dit, quand j'avais 15 ans, je suis allé à Colombes, moi, d'Auxerre en vélo. Au Racing 92, tout le monde vous le dira également, des stars, il y en a eu, mais il n'y en a plus. Le Racing a beau être un club mythique au palmarès riche, il est aujourd'hui en National 2, mais ce n'est pas une raison pour faire des complexes. Jean-Marie Lavnizac, l'entraîneur, donne le mode d'emploi à ses jeunes joueurs. Ne pas croire que parce qu'ils sont professionnels, il n'y a rien à faire. Il y a quelque chose à faire, et à condition de tenter. Pas être comme ça sur les talons et subir sans arrêt, provoquer, aller chercher, leur poser quelques problèmes, et quand on récupère le ballon, ne pas leur rendre trop facilement, parce qu'on va déjà avoir un mal de chien à garder, alors ne leur redonnez pas tout de suite. Ok ? Ok, on essaiera. En tout cas, s'il doit y avoir un héros dans ce match, ce devrait être lui, José Da Silva, le gardien, brillant au tour précédent contre Châtellerault et Châteauroux. Da Silva tout excité à l'idée de disputer cette rencontre. En attendant, sur la touche, Giroud et Jean-Louis Piette, le président du Racing, ex-Matra, jouent au chat et à la souris. Enfin, il faudra qu'ils soient en forme, les vôtres. J'en suis pas sûr. C'est pas le grand amour. Voilà pour l'ambiance. On rentre à présent dans la partie avec une équipe d'Auxerre qui tente de faire la différence rapidement. Mais dans les buts, José Da Silva se frise. 8 minutes de jeu. Charbonnier n'a toujours pas touché le moindre ballon. Première attaque du Racing. Ali Tapti en profondeur pour Richard Akiana. Un petit ballon piqué, 1-0. Le gardien du Racing est fou de joie. C'est la grosse surprise. Un réalisme impressionnant de la part d'Akiana, dont les 8 frères et sœurs avaient fait spécialement le déplacement du Congo.
Sur l'engagement, le Racing va être tout près de perdre son avantage. Baticle à bout portant, mais Da Silva sauve d'un réflexe du pied. Le Racing 92 ose de plus en plus et se porte à l'attaque. Tir de Laurent Péquignot au-dessus. Mais la GIA doute sérieusement. 31e minute survient le petit drame de cette partie. Boussena en retrait pour son gardien Da Silva. Tranquille, trop tranquille, Baticle l'a contré et il égalise. Le ciel vient de tomber sur la tête du gardien parisien qui vient de commettre une incroyable erreur. Malheureux Da Silva qui a voulu contrôler le ballon et qui a buté sur Baticle. Baticle qui profite de 2 contres favorables successifs. Dès lors, le moral du Racing est touché. 8 minutes plus tard, la défense parisienne est aux abois. Un centre de Corentin Martins, une tête de Franck Verlat, 2-1. Les Auxerrois se sont sortis d'une drôle de situation. Les Racingmen vont tout de même montrer qu'ils ont de belles qualités. Superbe frappe de Morand au ras du poteau. En seconde période, Da Silva va lui aussi prouver qu'il est un bon gardien face à Baticle. Un Da Silva bien entendu très déçu au coup de sifflet final. Ouais, on peut le dire. Ouais. C'est la faute que tout gardien a peur une fois dans sa vie de faire. Et puis, moi, c'est la première fois que je la fais. Il fallait que je la fasse ce soir, c'est dommage. Rassurez-vous, le gardien du Racing aura tout de même droit au champagne, comme tous ses petits camarades. Le Racing 92 s'en va avec les félicitations du jury. Oui, bravo. Bravo, jeune poulain de Lovnisac, National 2, je vous le rappelle. 37e journée du championnat de Super D2. Hier, voici les résultats sur notre panneau. À noter la victoire de Nîmes donc à Charleville, Nîmes qui s'accroche et puis pas mal de buts marqués, 2-4-3 et celui du Mans réussi à Istres et la belle victoire de Saint-Brieuc avec encore un but de Le Sceau face à Bastia. Au classement, Rennes est premier avec 48 points, Nice qui joue aujourd'hui en Alès suit à 2 points, Bastia est à 3 points et il y a 2 quatrièmes ex-aequo, Nîmes et Saint-Brieuc 1 point devant le Red Star. 2 magazines à vous proposer à l'occasion de ce numéro de Téléfoot. D'abord, le numéro de 11 mondial avec en couverture Marcel Desailly, nous en reparlerons dans un court instant. Et puis quelque chose de très attendu par tous les jeunes de France et de Navarre, c'est l'album Panini concernant USA 94, ça va s'échanger dur dans les cours d'école. Maintenant, un petit mot pour le plaisir, je suis sûr qu'il va vous faire plaisir à vous. Le plaisir. Le plaisir. Il y avait les Brésiliens qui étaient à Paris mercredi pour jouer contre le Paris Saint-Germain. C'était pas terrible, il faut bien le reconnaître. Mais il y avait surtout le plus célèbre de tous les footballeurs du Brésil qui était fait ambassadeur itinérant exceptionnel de l'UNESCO. Edson do Nascimento, Arantes do Nascimento, Pelé, embrassé par Monsieur Mayor. Il est maintenant ambassadeur exceptionnel pour le sport et c'est complètement mérité. Bravo Pelé. C'est sur la route, au fil du temps et des kilomètres, que certains achats prennent toute leur valeur. Peugeot 405, à partir de 88 900 francs. Maintenant 100% pur malt, nouvelle tourtelle, 100% pur malt, 0% de concession. Stress, pollution, votre cuir chevelu est agressé, pellicule, cheveux ternes, et demain, chute de cheveux? La solution, c'est Pétrolane, un complexe unique, riche en extraits naturels. Chaque matin, en massage, Pétrolane stimule le cuir chevelu, élimine les pellicules, ralentit la chute des cheveux. Votre cuir chevelu respire, vos cheveux sont nets. Pour garder des cheveux plus forts, plus longtemps, Pétrolane. Nouveau aujourd'hui pour les cheveux gras, lotion et shampoing séborégulateur. Dis donc, t'es sûr de l'état de tes pneus? Feu Vert pose sans rendez-vous les grandes marques de pneus. Chez Feu Vert, tout est clair. La paire pour le service, chapeau. Déjà, tout est en stock. Et en plus, ce sont les rois du sur-mesure. Pour le petit, ça s'impose. Pour le service, La paire, y en a pas deux.
Le barbecue camping-gaz à Pierre-de-Lave respecte le bon goût de la viande. Le bon goût. C'est vachement bon. Barbecue à Pierre-de-Lave, camping-gaz. TF1 et Carte Noire vous invitent à partager de grands moments de cinéma. Quand un braqueur prend en otage un autre braqueur, qu'est-ce qu'il se raconte? Qu'est-ce que je vous dis que j'ai pas fait exprès, merde? Attention! L'histoire d'un casse qui tourne mal. 50 tons, le connard, une heure de liberté qui me fout dans la merde! Les fugitifs. Il a avalé la baballe en jouant. Bonjour mon petit chat. Marie-Cécile! C'est le gynécologue qui va être surpris. J'aimerais bien avoir un petit frère, moi. Oui, mais ça, c'est pas possible, ça. Et à 22h30, au bonheur des chiens. Le château reste don au propriétaire actuel. Bravo! Les fugitifs, ce soir 20h45, au bonheur des chiens, 22h30, sur TF1. Retrouvez Téléfoot et les magasins Leroy Merlin. Une équipe pour réussir. Après la Coupe de France, la Coupe d'Europe, avec une formidable soirée mercredi prochain sur TF1. Roger Zabel d'abord pour présenter cette soirée. Milan-Monaco suivi de Barcelone-Porto. Les deux matchs dans leur totalité. Deux demi-finales passionnantes, avec des Monégasques n'ayant rien à perdre et pouvant espérer, Frédéric Jaillant, disputer la finale de la Ligue des Champions. Ça peut arriver, on leur souhaite. Mais enfin, Milan, champion d'Italie pour la troisième année consécutive, vaincu en Ligue des Champions, on verra bien, ce sera passionnant. C'est vrai, Papin, on ne sait pas encore s'il va jouer. Desailly, lui, sera sur le terrain. Desailly épanoui, sûr de lui, sûr de sa force. Vous allez voir que Marianne Macot a rencontré. La résidence de luxe la plus filmée de Téléfoot, celle où demeure la moitié du Milan AC, dont Papin et Desailly. Du paternalisme, partie intégrante de l'organisation rigoureuse du club, où rien n'est laissé au hasard, une mentalité bien différente de ce que Marcel a connu en France. Comment tu fais, papa? En venant de Marseille, on avait l'impression qu'à Marseille, tout était extraordinaire, que chaque match qu'on faisait était le match de l'année, par rapport au match de Coupe d'Europe et au match de Championnat de France. Et ici, tout est normal finalement, les matchs s'enchaînent et tout est normal. Quand on est en demi-finale de Coupe d'Europe, on a gagné le championnat d'Italien. C'est vraiment frappant la régularité dans le comportement des gens ici. Il y a une chose qui m'a vachement frappé, c'est lorsque je suis arrivé ici, le sérieux. C'est le sérieux durant les entraînements. Je crois que c'est quelque chose de très très dur à vivre dans la mesure où il n'y a pas de sourire, on rigole pas, on blague pas durant les entraînements. C'est le boulot quoi finalement. C'est vrai que ma mentalité a changé à ce niveau-là. Maintenant, si quelqu'un me dit bon tu vas au travail, je vais lui dire oui. Quand j'étais en France, j'avais un petit peu du mal à accepter qu'on me dise bon tu vas au travail. Pour moi, il y avait quelque chose en plus en France. Maintenant, en dehors, c'est vrai que chacun est disponible. On mange ensemble quasiment tous les midis à Milanello. Donc il y a une affinité, il y a une mentalité, il y a une ambiance. Donc l'ambiance globale est bien, sauf lorsqu'on est sur le terrain durant les entraînements, à mon avis. En 6 mois, Desailly est devenu un titulaire indiscutable. Capello le fait jouer même blessé. Il a marqué son seul but à Reggiana cet hiver. Le Français a endossé l'étiquette de grand joueur international. Bon, j'en ai toujours pas conscience, vous savez, je suis quelqu'un de relativement modeste, donc je me sous-estime pas mal, c'est ce qui m'a perturbé un petit peu quand je suis arrivé à l'Olympique de Marseille. J'ai connu 2 mois difficiles, j'ai joué en 3e division, parce que arriver à l'OM, pour moi, c'était quelque chose de phénoménal, donc je m'étais sous-estimé. Maintenant, je suis arrivé à Milan, c'était un petit peu différent, dans la mesure où je venais de gagner la Coupe d'Europe, je me sentais bien dans ma tête, donc l'adaptation a été beaucoup plus rapide.
Rencontrer Monaco mercredi ne le perturbe pas plus que ça. L'impact émotionnel aura été plus fort contre l'OM ou Nantes. Le Milan AC suit le club français depuis 2 mois. Les pénaltys ont même été disséqués. Je préférais tomber contre Barcelone. Et c'était surtout au niveau du terrain. Je crois que Barcelone n'aurait pas pu pratiquer son jeu. Même s'ils ont une très forte attaque, je crois qu'au niveau de la défense, il y aurait eu beaucoup de failles. Et je crois qu'il valait mieux éliminer le Barça en demi-finale à domicile que le rencontrer en finale si on s'était qualifié contre Monaco. À la fin de l'interview, de Sailly parlait du terrain qui aurait gêné, d'après lui, les joueurs de Barcelone, car ce terrain à San Siro, à Milan, est dans un état épouvantable. Oui, il n'est pas dans un très bon état et pourtant, chaque remise en état de la pelouse, parce qu'on peut appeler ça une pelouse quand même, coûte 300 000 francs au club. Mais il est loin d'être parfait parce que d'abord la saison italienne, comme toutes les autres, touche à sa fin et vous savez que sur la pelouse de San Siro, sur la pelouse de Giuseppe Meazza, eh bien jouer, en plus du Milan AC, joue également l'Inter de Milan, c'est-à-dire qu'il y a un match tous les dimanches. Côté français, bon pour Monaco, la semaine avait commencé lundi. Dimanche, match retardé de la 34e journée au Parc des Princes. Paris Saint-Germain, Monaco, 2 buts dans cette rencontre. Le premier a été inscrit par les Parisiens à la suite de ce penalty sifflé en faveur de David Ginola. Ginola qui s'infiltre dans les 18 mètres. Une faute de Dumas et l'arbitre a donc sifflé le penalty. À vous de vous faire votre jugement. En tout cas, c'est Rai qui transforme et qui donne l'avantage au Paris Saint-Germain. L'égalisation à la toute dernière seconde. Djorkaeff qui devient le meilleur buteur de notre championnat avec 19 buts. Il est passé devant Nicolas Wedek et il a dit après le match « J'étais sûr de marquer ce coup franc ». C'était beau, hein ? Il était super. Match avancé cette fois de la 35e journée. Monaco a encore une chance d'être qualifié en Coupe d'Europe de l'UEFA. Si Monaco remporte toute cette rencontre, toutes ces rencontres. Voilà, on va y arriver. Tous ces matchs. Voilà, tous ces matchs. Tous les matchs. Match avancé de la 35e journée avec Monaco-Cannes, Marianne Macron. Et c'était vendredi. Début de match avec l'application quelquefois délicate de la règle sur la passe en retrait au gardien. Monsieur Véniel hésite avant de siffler un coup franc contre la récupération à la main de François Lemasson. Pas de conséquences, mais une bonne frousse au passage pour la Escane. Enzo Schifo joue l'intimidation côté monégasque, une bonne fixation de l'adversaire pour servir le démarrage d'Emmanuel Petit sans suite. Monaco déplore la suspension de Thuram, Cannes celle de Priou et Banine, et malgré ça, la première attaque cannoise est superbe. Mada remet sur Franck Durix, pas bien loin du cadre. Une demi-heure de jeu, même casse-tête pour Monsieur Véniel. Y a-t-il eu passe franche dans les bras de Jean-Luc Ettori? Il estime que oui. Coup franc dans un mouchoir, de Marquet, sans larmes pour les Monégasques. Encore un coup de pied arrêté, mais de l'autre côté. Schifo l'ajuste, sans réussite. Monaco accélère, Blondeau lance Djorkaeff, bien décalé. Le Maçon repousse le tir, mais Ikpeba reprend dans la foulée. Une belle attaque en surnombre pour les Monégasques. 3 contre 2. Schifo, lui, remercie qui vous le savez. Invasion rouge et blanche, corner de Djorkaeff. Vio se jette, Klinsmann réussit à la frapper. Capou sauve sur la ligne. À la mi-temps, Monaco mène 1-0. Merci Enzo. Pas pour longtemps, Djorkaeff lance Klinsmann qui se demande s'il est hors jeu. Non, bon, je continue et je marque alors. 2-0 pour Monaco. 3 minutes plus tard, Cannes sur corner tente une remontée au score. Madar se fait voler la balle. Marquet reprend. Madar encore voudrait bien continuer sa série d'un but par match depuis 3 journées. Mais Arsène Wenger sent que ses hommes tiennent le match. Niako et Simba entrent pour ménager Ikpeba et Djorkaeff. Monaco inquiète encore Cannes. Laurent Vio transmet à Klinsmann. Feinte et tire, sans surprise pour le Maçon. Enzo Schifo harcèle à son tour le gardien cannois. Et les jaunes terminent ensuite en beauté. Capou pour Mikou. Pas hors jeu. Jean-Luc Ettori l'accroche-t-il au passage? Réponse au ralenti, non, il joue le ballon et ne touche pas le joueur. Dernière action, toujours pour Cannes, avec Baster et Ferraoui, mais Monaco gagne 2-0. Ça nous préserve un mince espoir de disputer l'UEFA. Il fallait gagner ce soir et je pense aussi pour aborder le match de Milan était important psychologiquement pour la confiance de gagner. On l'a fait, je dirais, par période avec la manière, mais on a vu qu'à 2-0, on a surtout songé à préserver le score et pas à prendre de risques. Et comme l'a dit Pascal Pro, ce Monaco-Cannes,
C'était donc un match avancé de la 35e journée qui aura lieu mardi. Il y a d'ailleurs quelques bons matchs au programme. Oui, des matchs excellents. Nantes-Lens notamment, Olympique de Marseille contre Lyon, Le Havre, Paris Saint-Germain ou Bordeaux-Auxerre. Il y a de quoi faire. Et mercredi donc, bravo. Mercredi donc sur TF1, ne ratez pas demi-finale de la Coupe d'Europe des 20 des clubs champions, Ligue des Champions, donc Milan-Monaco avec Enzo Scifo. On a vu De Sailly tout à l'heure pour Milan. Personnalité de Monaco, Enzo Scifo. Vincent Hardy l'a rencontré quelques jours avant cette demi-finale. Vincent Hardy. Que de chemin parcouru en 10 ans pour Enzo Scifo, d'Anderlecht où il effectue ses débuts en 1983 à Monaco, en passant par l'Inter de Milan, Bordeaux, Auxerre et Torino. C'est avec la sélection belge que Scifo se révèle aux yeux du grand public. Nous sommes en 1984, en France, pendant l'Euro. Âgé de 18 ans, il débute sa carrière internationale. Avec les Diables Rouges, Enzo ne va manquer aucun grand rendez-vous. Le Mexique en 1986, l'Italie en 90. Il ira aussi aux États-Unis, disputer sa 3e Coupe du Monde à 28 ans. En club, il connaît des fortunes diverses. À 20 ans, il quitte Anderlecht pour l'Inter de Milan. Un séjour italien enrichissant, mais soldé par un échec. Malgré la déception, disons-le, ça a été un tremplin pour moi. Première escale en France, ensuite, ce sont les Girondins de Bordeaux. Bordeaux, disons que une nouvelle fois, ça a été une déception aussi parce que j'étais persuadé que le football français me convenait très bien et ce club en particulier. Et malgré un bon début, je crois que tout s'est mal enchaîné, des problèmes de club et ça a été une saison gâchée également. Ensuite, c'est encore la France, c'est Auxerre et ça se passe bien. Oui, Auxerre est le club, je dirais, qui m'a relancé. C'est un club qui met toutes les conditions sur un plateau, donc il n'y a qu'à toi à faire le reste. Et en plus avec des gens plaisants, je crois que d'une mentalité très professionnelle. Nouveau tournant, nouveau tremplin pour Enzo Scifo qui franchit une 2e fois les Alpes, direction Turin et le Torino, où sa voiture est d'ailleurs toujours immatriculée. Personnellement, je voulais retenter une expérience italienne. Donc je suis parti à Torino, club dans lequel j'ai passé 2 merveilleuses années. Donc franchement une belle expérience et vraiment un très bon club. Torino connaît des problèmes financiers. Monaco, qui suit Scifo depuis longtemps, accueille le stratège belge l'été dernier. Des résultats en dents de scie en championnat n'empêchent pas Monaco de se hisser en demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Rendez-vous mercredi à Milan. Ce que je crains, c'est Monaco. Moi, tout dépend un petit peu comment on sera ce jour-là. Parce que si on est bien, je peux affronter n'importe qui. Sur un match, je suis persuadé qu'on peut battre n'importe qui dans un grand jour. Eh bien, espérons que ce sera un grand jour, mercredi soir, donc à Giuseppe Meazza à Milan. Mardi, il y a la 35e journée du championnat de première division, une journée que vous pourrez suivre par exemple sur le méga foot de nos amis de RTL. Et puis mercredi sur TF1 à partir de 20h20, n'oubliez pas, vous avez rendez-vous avec Roger Zabel pour suivre en direct Milan contre Monaco. Et tout de suite après, dans son intégralité, Barcelone qui accueillera au Camp Nou Porto. Bon dimanche, bonne semaine. On nous campe. Au Camp Nou. Au Camp Nou. Merci, bonne soirée et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Téléfoot. Au revoir. Téléfoot et les magasins Leroy Merlin, une équipe pour réussir. Décollage immédiat. Le nouveau Rotofil Automatique Plus de Black & Decker passe là où la tondeuse ne passe pas. Sa tête pivotante en fait un taille-bordure précis. En plus, lorsque son fil se casse, il se remet automatiquement à la bonne longueur. Rotofil Automatique Plus de Black & Decker. Jokers to the right, here I am, stuck in the middle with you. And your friends, they all come. Maintenant
100% pur malt, nouvelle tourtelle. 100% pur malt, 0% de concession. Du foot, cramponnez-vous. Téléviseur, magnétoscope, restauration à domicile, canapé et divers. Les pages jaunes, la bonne idée au bon moment. Vous vouliez plus de tempérament? Voici la Fiat Punto. 6 motorisations dont un nouveau moteur Fire. Une puissance de 55 à 136 chevaux. Une boîte à 5, 6 vitesses ou automatique. 23 versions, essence et turbo diesel. Fiat Punto, à partir de 56 900 francs. La réponse. Un poisson nommé Vanda, une grande bouffée d'oxygène. Mardi 20h50 sur TF1. Il est au cœur des problèmes qui agitent la France aujourd'hui, c'est l'homme clé du gouvernement. Son rôle sera primordial dans la prochaine élection présidentielle. Charles Pasqua sera ce soir l'invité d'Anne Sinclair et il n'a pas l'habitude de mâcher ses mots. Charles Pasqua, Anne Sinclair, 7 sur 7, ce soir 19h sur TF1. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Millionnaire. Deuxième édition du week-end, nos amis musiciens nous ont quittés, ils ont été remplacés par d'autres gagnants qui sont venus nous rejoindre. Certains d'entre eux sont déjà passés, nous n'avons pas encore 1 million aujourd'hui, alors peut-être là avec les gagnants que nous allons retrouver maintenant. Présentation du premier d'entre eux, Pascal Argence. Benna Bouadan, marié, 3 enfants. Benna habite Trouville, né au Maroc. Il est venu en France passer son diplôme d'ingénieur météorologiste. Après avoir travaillé comme ingénieur prévisionniste à l'aéroport de Casablanca, il est revenu en France pour devenir professeur de maths et physique. Il aime les voyages, il adhère au système d'échange de maisons entre différents pays, Suède, Norvège, Finlande, USA, Italie, Allemagne. Ses projets, un voyage en Turquie. Benna Bouadan. Le voici Benna, par l'escalier du Millionnaire. Je suis ravi de vous accueillir, soyez le bienvenu. On vient, Benna, d'évoquer rapidement votre parcours, on va le résumer un petit peu. Alors, on commence quoi, par le professorat? Oui, on peut commencer par la météo, je crois, c'est plus simple. Ah bah, par exemple, oui. La météo. Alors, j'ai fait mes études de météo à Paris. Et quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, je suis parti à Casablanca, comme vous l'aviez dit. Mais j'ai passé un autre concours et je suis revenu en France pour faire des maths. Et comme j'aime beaucoup les maths, j'enseigne maintenant les maths et la physique. Pas mal, dites donc. Alors, à quel niveau vous enseignez? J'enseigne au lycée. J'ai les secondes, premières et terminales. Comment ils sont cette année, les secondes, premières, terminales? Cette année, c'est moins bien, je crois. C'est mal parti. Ça rassure ceux qui regardent actuellement. On est très, très mal parti. Non, mais Philippe, il ne faut pas exagérer. Hein. Ça peut s'améliorer. Ah bah, c'est comme le temps. Oui, c'est comme le temps. Peut s'améliorer. Alors tiens, à propos du temps, vous êtes venu avec un petit baromètre. Je vous ai apporté ce baromètre et ce thermomètre pour vous aider aussi pour vous, pour vos prévisions. Oui, moi je faisais 37,2 ce matin. 37,2. Alors ici, juste une indication. On va le montrer, regardez, on va le montrer dans ce sens-là. Donc voici le baromètre. Alors là-haut, on va le montrer. Ça va? Voilà, là c'est impeccable. Vous êtes impeccable. Oui. Vous allez me faire comme si vous faisiez la météo à la télé. Oui, hein, alors donc la pression normale c'est 76 ou 1015 hectopascal. Je ne sais pas si vous écoutez un peu la météo de temps en temps. J'adore ça. Voilà, très bien. Alors donc 1015 c'est la bonne pression. Au-dessus de 1015 c'est bon signe, c'est ce qu'on appelle l'anticyclone. Oui. Mais des Açores. Il peut être des Açores ou anticyclone sibérien. Oui. S'il est anticyclone des Açores, donc c'est un temps chaud. S'il est sibérien, c'est un temps sec et froid. Mais c'est vrai que dans les infos, on cite beaucoup plus celui des Açores que l'anticyclone sibérien. Oui, on le cite, tant mieux, on le préfère. Ah oui, c'est pour ça qu'on le cite, alors, oui. C'est le chouchou. D'accord. Mais je vous dis, en dessous de 1015 hectopascal, c'est ce qu'on appelle le temps dépressionnaire.
Donc c'est signe de mauvais temps. Alors là, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des nuages de type cumulus, altocumulus et de la pluie. Mais si ça descend encore vers 990 hectopascales, alors là, ça devient encore tempête. Carrément, alors. Ah oui. Alors là, il faut surveiller beaucoup encore. Alors, je vous l'offre, hein. Vous pouvez le lire de temps en temps. Bah écoutez, je vais me mettre à le lire tout de suite. Ah, voilà. Alors, là, voilà on en est à quoi là, alors, montrez-nous, là, on est quoi? Alors, l'aiguille rouge sur le baromètre, c'est que c'est... C'est juste pour indiquer la dénivellation. Mais ce qu'il faut voir, c'est la noire. C'est la noire. Alors, et la noire, combien lisez-vous? la noire, bah, maudit, ouais, c'est un peu plus de 77, quoi. 77, donc on est dessus de 76. Je l'ai dit tout à l'heure, 76, c'est la pression normale. Au-dessus de 76, c'est l'anticyclone. Donc c'est plutôt beau temps. C'est plutôt beau temps. C'est plutôt pas mal. Oui. Et là, je vois, là, en dessous, c'est quoi en dessous? Alors là, c'est le thermomètre, tout à fait en degrés Celsius. Donc il fait 30, là, sur 30, le plateau? bah oui. Vous rigolez? Bah, je vous l'assure. Vous avez froid? Vous avez froid, Philippe? Non. Ah, mais je pensais pas quand même 30 degrés. Il fait 30. Vous êtes sûr qu'il est... Alors pourquoi moi, je voyais toujours ma grand-mère, quand elle prenait un barin, elle tapait dessus.